Bienvenue, il est 10h50, l'instant R, c'est maintenant R comme les régions que nous allons traverser pour parler pratique, bien-être, découverte, sans oublier les tendances qui apparaissent ici et là. Tenez un exemple avec cette innovation pour faciliter l'entretien des piscines. Des entrepreneurs toulousains ont mis au point un capteur flottant qui mesure et transmet sur le téléphone les taux de chlore et de pH. Le succès est au rendez-vous. Nous tenterons de suivre Anne. Alors, je dis tenter, car cette jeune femme court sans cesse. Le running, une vraie passion qu'elle fait partager au plus grand nombre via son blog. Elle est suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Mais avant cela, nos habitudes de consommation changent. Plus de 90% des Français consomment bio, au moins occasionnellement. Les produits locaux sont également plébiscités. On veut désormais reprendre le contrôle de notre alimentation, mais sans payer plus. Les alternatives à la grande distribution se multiplient, avec notamment les supermarchés coopératifs comme à Strasbourg, où les clients deviennent vendeurs. Ils sont enseignants, ingénieurs, retraités, traductrices. François, Cécile, Guillaume et les autres seront bientôt aussi caissiers, comptables, responsables des stocks ou des commandes. Bénévoles, 3 heures par mois, pour faire fonctionner tout un supermarché. L'idée est née et fonctionne bien dans le quartier de Brooklyn à New York. Des citoyens deviennent propriétaires et clients de leur propre magasin. Ce sont eux qui le gèrent de A à Z. Produits locaux, agriculture bio ou raisonnée, le modèle s'est exporté l'an dernier à Paris. À Strasbourg, l'association qui porte le projet s'est constituée en septembre dernier. Il faut être à peu près 1000 personnes. Donc pour l'instant, on est à 115 en 6 mois et c'est exponentiel. C'est-à-dire que plus il y a d'adhérents, plus il y a de personnes qui sont susceptibles d'adhérer. Ça suscite de plus en plus d'engouement, donc on est très optimiste à ce niveau-là. De l'enthousiasme pour convaincre de nouveaux adhérents, chercher des soutiens financiers, trouver un local où s'installer, démarcher des producteurs. C'est pas du bio, c'est un raisonné local. Mais si on fait confiance à ce qu'il dit, il n'y a pas de produit, donc c'est bon. Réunion, discussion, organisation. L'objectif est d'ouvrir un magasin d'ici 2019. L'alimentation, c'est du concret, payer moins cher, c'est du concret par rapport au porte-monnaie. Donc voilà, c'est parce que c'est concret et en même temps on rêve. Et pour commencer à y goûter, première étape avant le supermarché, les adhérents peuvent se faire livrer une sélection de produits lors de distribution collective. Bonjour, ça va? C'est ce qu'organise déjà l'association VRAC dans 4 quartiers strasbourgeois. Des commandes en grande quantité pour faire baisser les prix. Le bien manger a trouvé ici son public en quelques mois. Prochaine sortie, si ça t'intéresse, on va visiter la personne qui produit les œufs. L'association se fournit auprès d'une vingtaine de producteurs. Pour organiser commandes et distributions, elle s'appuie sur les centres socioculturels et les habitants eux-mêmes. Une fois par mois, c'est donc au cœur même de leur quartier qu'ils viennent se ravitailler. Faire ses courses, après on repart, on est chargé, c'est lourd, donc si c'est loin de chez soi, qu'on prend le bus, etc., c'est quand même moins pratique. Donc nous, l'idée de VRAC, ça a aussi été vraiment de mettre en place ces mini-antennes qui sont très proches de là où les gens vivent. On attire vraiment un public de tout horizon et ça, je trouve que c'est bien. Le fait que ce soit les gens du quartier qui promeuvent ce projet, ça a permis de le développer assez facilement. Prendre en main son alimentation, chacun à son petit niveau. C'est ce qui a motivé les Schreiber. Il y a 6 ans déjà, ils ont ouvert à Plopsheim la première ruche qui dit oui de la région. L'idée, réunir chez soi, une fois par semaine, producteurs et consommateurs. Du coup, le petit panier de légumes, vous avez de quoi transporter? Oui. Aujourd'hui, il y en a 45 en Alsace, plus de 1000 en France. Un maillage du territoire qui permet là aussi à chacun d'aller pas trop loin de chez lui pour trouver de bons produits. C'est très important qu'il y ait toutes ces initiatives et toutes ces alternatives, parce que ce sont des alternatives qui collent à des profils différents de personnes. Et je pense que si on veut toucher ou sensibiliser un public plus large, il faut qu'il y ait une offre en adéquation avec les besoins de toute la population. Et à chaque initiative de consommateurs, c'est un réseau d'agriculteurs qui trouvent de nouveaux débouchés. La filière du circuit court vit de beaux jours. Il y a à peu près une dizaine de supermarchés coopératifs en France. L'instant tendance nous emmène à Toulouse pour découvrir un capteur flottant destiné à faciliter la vie aux propriétaires de piscines. Ils sont près de 2 millions en France. La piscine, un vrai plaisir qui peut vite se transformer en vraie galère. Analysez-le régulièrement, tentez de comprendre les résultats. Voilà les contraintes les plus connues. Des entrepreneurs ont donc eu l'idée de créer un petit appareil flottant bardé de capteurs. Il détermine pour vous la qualité de l'eau et transmet ces données sur votre téléphone. Un concept qui rencontre déjà un vif succès.
La plupart des propriétaires de piscines connaissent le rituel, des prélèvements d'eau réguliers pour savoir si le pH est bon ou si le niveau de chlore est correct. On peut aussi choisir la méthode des bandelettes, il faut alors interpréter au mieux les résultats que l'on voit apparaître. Des manipulations essentielles mais peu évidentes pour certains. On attend une quinzaine de secondes. L'interprétation n'est pas forcément évidente. Oui. On va regarder le taux de désinfectant chaque semaine, qui peut être du chlore, du brome, de l'oxyde actif ou d'autres types de traitements. On va regarder aussi le pH de l'eau. Si l'eau est plutôt acide, plutôt basique, puisque ça va influer sur l'efficacité des traitements. Donc ça, c'est à vérifier au minimum une fois par semaine. Mais dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, un objet connecté et intelligent a fait son apparition sur le marché. Il est né de l'expérience personnelle d'un jeune entrepreneur toulousain. Moi j'ai eu une piscine en 2014 et une piscine c'est du plaisir. Et puis on te dit rapidement qu'il faut faire de l'entretien régulièrement, 2-3 fois par jour. Et ça a commencé sérieusement à m'énerver. Donc je me suis dit tiens ça serait bien s'il y avait un petit objet qui ferait ça à ma place, qui me dirait directement sur mon téléphone qu'est-ce que je dois faire pour garder ma piscine propre et belle. De ce constat est né Flipper, un dauphin équipé de capteurs. L'appareil analyse en permanence différents paramètres comme le pH ou le chlore et envoie ses recommandations au propriétaire de la piscine sur son téléphone portable. Grâce à ces algorithmes, on arrive aussi à dire à l'utilisateur voici ce qu'il en est, voici ce que tu as à faire pour que ta piscine elle reste belle et bleue tout au long de l'année. Et ça marche. Après une apparition remarquée au CES de Las Vegas en 2016, le plus grand rendez-vous mondial des nouvelles technologies, la petite start-up s'est développée et a vendu l'année dernière plus de 1500 appareils. Le marché de la piscine privée est en constante progression chaque année. La France est le deuxième pays au monde qui possède le plus de piscines privées, juste derrière les États-Unis. L'Instant R, un magazine qui met en lumière l'esprit du vivre ensemble. Et quoi de mieux que les jardins pour faciliter les rencontres, les échanges de savoir-faire, les discussions, le plaisir de se retrouver tout simplement. Avec le printemps, les bêches et les pelles ressortent. Près de 90% des Français se disent adeptes du jardinage à la campagne, mais aussi en ville. Héritiers des jardins ouvriers, les jardins familiaux connaissent un franc succès. On se retrouve, on se serre les coudes et on déguste le produit de son travail, comme ici à Besançon. Attention, ceci n'est pas un jardin potager, mais un jardin partagé. Une drôle d'idée qui a grandi au pied des immeubles du Vieux-Planoise, portée par un petit noyau de locataires à l'esprit terre-à-terre. Je pense qu'il y a une demande assez forte de pouvoir s'approprier de l'espace et pouvoir cultiver quelques légumes parce que ça coûte cher, n'est-ce pas? Le règlement extérieur est très simple. Qui pioche gagne le droit de récolter. Un concept qui pousse les murs de la ville, laquelle met volontiers à disposition des terrains pour peu que le projet soit viable. Après tout, ce sont des terres constructibles qu'elle sacrifie à une certaine idée de la vie. Quand on vient nous voir, on dit on veut rencontrer les personnes qui veulent travailler. Je dis toujours, moi je veux rencontrer celui qui tient la pioche, enfin, celui qui tient la bêche, c'est celui qui va travailler. C'est lui qu'on a besoin d'accompagner. Parce que si eux ne sont pas là pour dire on va l'assumer, en général, ça a beau être une bonne idée, elle n'arrive pas à aboutir. Ah, c'est physique, mais bon, après, faut ce qu'il faut. Hein. Les jardins familiaux aussi sont victimes de leur succès. 300 demandes sur liste d'attente pour les 416 parcelles mises à disposition, avec une impressionnante biodiversité de motivation. À partir du mois de juin, tout il est là. Plus besoin de faire ses courses. Eh oui, tous les soirs. Ah, vous faites les courses ici en fait? Eh oui, voilà. C'est mieux? Qu'est-ce que je dis? C'est mieux, oui. C'est moi que j'y plante, c'est moi que j'y mange. Quand il y a des beaux jours et puis qu'on est chez soi, rester sans rien faire, c'est pas une vie non plus. Et c'est le fait de rencontrer aussi des gens, parce qu'il y a quand même une solidarité dans les jardins familiaux avec les voisins de jardin. Donc on s'échange des conseils, on s'échange aussi du matériel si besoin. Tiens, toi t'as planté ça, moi j'ai fait ça, comment t'as fait? Et puis voilà, il y a une solidarité qui se crée. Parce que les courgettes et les poivrons, c'est bien joli, mais il n'y a pas que les nourritures terrestres qui motivent les appétits. Le but, c'est qu'on puisse vivre ensemble et partager des choses différentes aux engueulades des locataires, aux soucis de chaque personne. C'est important. Je pense que ça a changé la vie, ça. Parce qu'il y avait des personnes qui ne se parlaient pas. Et maintenant, avec le jardin, ils viennent discuter de ça. Car familier ou partagé, ce qui compte vraiment dans les jardins, c'est la parcelle d'humanité.
À suivre dans l'instant R, le succès de la méditation de pleine conscience. Livre, stage, retraite en silence, comment expliquer l'engouement que suscite cette pratique? Nous ferons le point. Je vous emmènerai sur les Champs-Élysées de la Bourgogne. C'est le surnom de la toute première route touristique viticole de France, la route des Grands Crus. Jolie balade, vous verrez. Mais avant de marcher, on va courir en compagnie d'Anne. Comme 6 millions de Français, elle pratique le running, un sport qui connaît un immense succès. Plus qu'un sport pour Anne, d'ailleurs, une passion qu'elle fait partager sur son blog. Plus de 150 000 fidèles la suivent régulièrement. C'est l'instant bien-être. Sur la plage, au Salagou ou encore sur les rives du Lez, Anne, 26 ans, court partout et court toujours, seule et sans entraîneur. Car ce n'est pas la performance sportive qu'elle recherche, mais le plaisir simple de la course à pied. Une passion qu'elle s'est découverte à l'âge de 20 ans quand elle a voulu suivre son petit ami dans son jogging, et les débuts n'ont pas été évidents. Ça a été la catastrophe, je pouvais pas tenir 10 minutes, j'étais essoufflée, j'étais toute rouge, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, ça a été pour moi un peu un électrochoc puisque je pratiquais plus du tout de sport depuis le lycée. Et j'avais juste 20 ans et je pouvais pas courir juste 20 minutes. Et c'est là où j'ai commencé à me remettre au sport, notamment à la course à pied, parce que pour moi, c'était le sport le plus facile à faire toute seule de mon côté. Seule, pas vraiment, car Anne a embarqué avec elle toute une communauté. Diplômée de Sciences Po, elle a créé un blog il y a 6 ans où elle partage toutes ses courses et ses entraînements. Et ça marche fort, 150 000 personnes sont abonnées. Essentiellement des femmes qui se motivent en suivant ses conseils et en relevant ses défis, mais toujours dans une approche du sport détente. Que ce soit dans les magazines, sur Internet, la femme, on l'associe au sport par le régime, par le fait de se sculpter un corps parfait avec un ventre plat, des formes comme ci, comme ça. Et moi, vraiment, le discours que j'ai souhaité transmettre et surtout adopter, c'était vraiment le bien-être pour que les filles, entre elles, ne se jugent pas, que ça soit sur le niveau, la performance, mais plus dans l'acceptation de soi. Pour être crédible et maîtriser la mécanique du corps, Anne a repris des études en STAPS. Car pour courir, il faut d'abord savoir se préparer. Elle met donc aussi en ligne ses séances de yoga. Je me suis blessée il y a, je crois, 1 an après avoir débuté la course à pied. Et je me suis rendu compte en fait que pour bien pratiquer un sport, il fallait vraiment aussi s'entretenir et se renforcer musculairement et surtout bien s'étirer. Et en fait, le yoga est tombé sous le sens. Aujourd'hui, Anne a fait de la course à pied son métier et elle en vit. Elle a publié un livre vendu à plus de 15 000 exemplaires et travaille avec des dizaines de marques de sport dont elle met les articles en vente. Courir, un mode de vie pour Anne qui s'est lancée pour la première fois un objectif sportif ambitieux, le marathon de Los Angeles, en mars prochain. Alors si courir permet de se sentir bien dans son corps, pratiquer la méditation permet d'être bien dans sa tête. La méditation de pleine conscience attire sans cesse de nouveaux adeptes. Ces effets ont été démontrés par plusieurs études scientifiques. Cette discipline permet de réduire la sensibilité à la fatigue. Elle pourrait même contribuer à réduire l'hypertension artérielle. Les adeptes constatent aussi une amélioration de leur sommeil, une meilleure capacité à gérer les conflits et une augmentation de leur concentration. Alors comment ça marche? Comment s'y prendre pour méditer? Notre équipe de Lille s'est penchée sur la question. Tu sens déjà ce qui est différent dans ta plante de pied. Seule ou en groupe, la méditation de pleine conscience connaît un véritable engouement. Un son de cloche, le signe que Joëlle Gilmet s'accorde un moment pour elle, pour méditer, pour se concentrer sur l'instant présent. Je médite de 2 façons. Je médite de façon formelle, c'est-à-dire je vais me poser là 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure, plusieurs fois dans la semaine. Et ça va être mon entraînement de base. Et puis après, je vais méditer au quotidien, en repassant, en faisant la cuisine, en faisant un café, en travaillant dans la voiture. Voilà, je médite un peu partout. Un métier de commercial, un mari, 4 enfants à la maison et forcément des tonnes de préoccupations qui l'ont poussée à devenir une accro à la méditation de pleine conscience. En fait, en méditant, on apprécie un petit peu plus les choses. Voilà, parce qu'on est conscient de ce qu'on fait. Et ça paraît étrange, mais on est conscient de ce qu'on met dans la recette, les ingrédients
d'où ils viennent, où vous les avez achetés, qui les a produits, etc. Et ça donne quelque part un sens à ce que vous faites. La méditation de pleine conscience est laïque, même si elle s'inspire du bouddhisme. Ce qu'enseigne Emmanuelle Faure, c'est la méditation de pleine conscience basée sur la réduction du stress. Elle a été théorisée aux États-Unis par un médecin dans les années 70. C'est suite à des bouleversements dans sa vie personnelle qu'Emmanuelle Faure a lui-même découvert la méditation. Le fait que ça vienne d'une université de médecine, je pense, m'a rassuré. Je me suis dit, ok, je peux aller voir ce que c'est pas une secte. Puis dès lors que j'ai senti que ça avait un effet par rapport à mes propres difficultés, d'abord j'ai poursuivi, et puis je me suis senti attiré par le fait de transmettre ça aux autres. Aux autres et à son épouse. Aujourd'hui, il médite en famille. Sophie s'est elle aussi formée à la méditation. C'est quand j'ai remarqué les changements que ça avait eu sur lui en tant que personne, mais aussi sur nous en tant que couple, sur nous en tant que famille, dans les relations avec les enfants. Je me suis dit, ça a l'air quand même plutôt pas mal ce qu'il fait, ça a l'air d'être aidant. Donc je me suis intéressée à ça pour moi, qui vivais aussi une période difficile dans mon travail, et donc ça m'a bien aidée à rebondir. La science, aujourd'hui, atteste des bienfaits de la méditation. Et un peu partout, elle fait son entrée à l'hôpital en complément de certaines thérapies. Ici et maintenant, vous percevez un petit peu mieux les pensées qui viennent et qui partent. À Armentières, depuis quelques années, deux psychiatres de l'établissement public de santé mentale proposent à leurs patients de suivre un programme de méditation. Vous avez décroché. Troubles du comportement alimentaire, anxiété, addiction, souffrance au travail. Dans nombre de pathologies, la méditation de pleine conscience permet aux patients de mieux gérer leur rumination et de retrouver un peu de sérénité. Percevoir votre corps. Il y a beaucoup de troubles qui sont liés aux pensées. Les pensées de peur dans l'anxiété, des pensées tristes dans la dépression. Et donc la pleine conscience, c'est apprendre aux personnes à observer leurs pensées, à prendre de la distance avec ce que leur dit leur esprit. C'est surprenant qu'on n'ait pas intégré la méditation bien avant dans les pratiques médicales occidentales, puisqu'elle a des vertus. Maintenant, la science s'y est penchée et l'a bien validée, mais des vertus curatrices exceptionnelles. La méditation n'est pas réservée aux adultes. Des méthodes d'apprentissage sont adaptées aux enfants et aux adolescents. Quand je stressais un peu ou des trucs comme ça, je faisais de la méditation le matin. Alix, Zia, Augustin, Manon, Virgile et Jeanne ont entre 8 et 11 ans. C'est leur deuxième séance de méditation. Leurs parents pratiquent et avaient envie de partager ça avec eux. Alors je vais te demander de tout doucement, si c'est confortable pour toi, de fermer les yeux. Sophie Faure enseigne la méditation dans des écoles ou chez des particuliers. Il est possible d'apprendre à méditer dès l'âge de 5 ans, en utilisant une méthode conçue pour les plus jeunes. C'est respirer pour être calme, pour se sentir mieux dans son corps. Ça nous apprend à, quand on est, par exemple, quand on est en colère, fatigué, triste, et ça nous apprend à garder nos émotions. S'il n'y a pas d'âge pour méditer, la pratique régulière est essentielle pour débrancher ses pensées, se reconnecter au présent et mieux profiter de l'instant. Et on peut redescendre tout doucement. L'observation des oiseaux peut être aussi une belle invitation à la méditation. Le Marcanterre devient alors un spot idéal. Ce parc ornithologique est situé en bordure de la baie de Somme et il est une formidable halte de migration pour des milliers d'espèces. Appareils photo en bandoulière, des centaines de passionnés viennent ici régulièrement observer ces mouvements, surtout en ce moment, au printemps. Notre équipe d'Amiens est allée les rencontrer, c'était il y a quelques semaines, on était encore en hiver, et c'était l'occasion d'observer les prémices des grandes migrations. Un couple de cygnes chanteurs que rien ne saurait déranger. Originaires de Scandinavie, ils ont passé l'hiver au parc du Marcanterre. Cette cigogne blanche, elle, vient tout juste d'arriver, pour le bonheur des visiteurs. Elle a mis son bec dans les grandes plumes de la gorge, comme ça, les oiseaux, ils perdent de la chaleur par le bec et par les pattes. C'est là où ils ont froid. Comme toi, tu mets tes mains dans tes poches, eux, ils mettent leur bec dans leurs plumes. Des cigognes qui arrivent de plus en plus tôt à cause du réchauffement climatique.
Les canards, eux aussi, sont en avance. Depuis ce poste, les visiteurs peuvent les observer sans les déranger. Je suis très étonnée par la population, le nombre de canards d'espèces différentes. Oui, c'est assez impressionnant. À cette époque-là, c'est formidable. Un site exceptionnel dans lequel se côtoient de curieuses espèces, comme ce fuligule morillon et sa huppe noire retombante. Plus loin, ces foulques macroules sont reconnaissables grâce à leur écusson frontal blanc. À 2 semaines du printemps, c'est une période idéale pour l'observation. On est en période d'hivernage encore, les oiseaux passent l'hiver ici. On est en période de migration de printemps. Il y a des oiseaux qui commencent à remonter dès fin janvier, début février, jusqu'au mois de mai. Et puis on est en période de reproduction. On a des cigognes qui reviennent de migration, qui s'installent sur les nids. Elles ne vont pas pondre avant fin mars. Donc ça, c'est une période sympa parce qu'on a les 3 cycles de vie de l'oiseau regroupés en un mois. Pour ces amatrices de photographie ornithologique, c'est une saison à ne surtout pas rater. C'est la nature, c'est quelque chose d'inexplicable, c'est vivre avec la nature, c'est vivre avec les animaux, c'est quelque chose de fantastique. On a de la chance de pouvoir, dans cette région, voir des tas de choses insoupçonnées parfois. Un parc créé il y a maintenant 45 ans sur un ancien champ de tulipes, devenu au fil des saisons un lieu incontournable de la baie de Somme. Et pour connaître le prix des entrées ou encore les horaires du parc, ce site marcanternature.fr. Restons dans la nature justement pour l'instant découverte. Je vais vous emmener emprunter la toute première route touristique viticole de France. Elle se situe en Bourgogne, son nom, la route des Grands Crus. Un itinéraire mythique qu'il est possible de suivre à pied, en voiture ou en trottinette. Un lieu idéal pour rencontrer ceux qui le font vivre, acteurs de l'œnotourisme ou viticulteurs. En voiture, en calèche ou à vélo, à chacun sa route pour découvrir les grands crus de Bourgogne, des paysages et une histoire. Au 7e siècle, quand les moines veulent planter de la vigne, les moines ils prennent leur bâton de pèlerin et puis ils vont arpenter tout ce qui est autour d'eux et puis ils se rendent compte que sur les coteaux, il y a de la vigne qui pousse à l'état sauvage. Donc ils se disent, s'il y a de la vigne qui pousse à l'état sauvage, c'est que la vigne, elle trouve les conditions les meilleures pour pousser, donc on commence à planter de la vigne. À Gevrey-Chambertin, c'est à pied que Sandrine Lano fait découvrir le vignoble par tous les temps, avec un petit accent chantant. Les vignes qui ont été labourées et celles qui nous ont béarnaise d'origine, cette petite fille de vigneron s'est prise de passion pour les terroirs bourguignons, l'envie de comprendre et d'en savoir toujours plus. Quand on arrive dans une région, on s'attache à la découvrir. Alors peut-être que c'est plus facile de découvrir une région avec des yeux neufs, un peu comme les touristes qui viennent avec moi, que je pense que quand on est déjà dans une région, c'est peut-être plus... on a l'impression de la connaître. Et je suis très contente parce que viennent à moi des gens de la région, des locaux, qui finalement se disent non, est-ce qu'on la connaît aussi bien que ça, cette région ? Sur les 33 grands crus que compte la Bourgogne, 9 sont produits à Gevrey, un record. Et ici, une balade dans le vignoble a toujours ses détours obligatoires par des parcelles mythiques. Alors, juste pour la petite histoire, le Chambertin, c'était le vin préféré de Napoléon. Un monument aujourd'hui, une quinzaine de propriétaires se partagent ces 13 hectares et demi. Parmi eux, Nicolas Trappet, viticulteur à Gevrey, un enfant du pays, amoureux de ses vignes et de la route des Grands Crus. J'aime tellement cette route que je ne peux pas m'en empêcher de passer. À chaque fois que je vais au domaine, que je rentre chez moi, je passe par là. Je pourrais passer par la route nationale, qui est plus rapide et plus facile, mais non. Un vigneron aujourd'hui presque attendri par ses terroirs. Mais Nicolas Trappet le reconnaît, il a bien failli lui aussi passer à côté sans se rendre compte de ce qu'il représente vraiment. Dans les années 80, début 90, on n'avait pas trop conscience de ça. Et j'ai un copain à Gevrey qui nous a dit un jour, comme ça en discutant, il nous a dit, mais vous savez, on a des joyaux
Et il faut en prendre conscience de ça. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, pour nous, on se rend compte que, en fait, c'est des terroirs qui sont magiques pour nous. Et pour des milliers de touristes aussi chaque année, prêts à s'offrir une découverte de la côte par tous les moyens. Le dernier en date, la trottinette électrique. Et pour découvrir d'autres trésors régionaux, mais aussi parler de sujets pratiques, bien-être et tendance, je vous attends demain, ici même sur France 3. L'Instant R, l'émission qui met à l'honneur les régions, c'est à 10h50. Très belle journée à tous. Tout de suite, c'est Midi en France.